Bienvenue dans ce résumé de la visioconférence du jeudi 8 avril 2021, dont l'objectif sera de vous expliquer les saisons. Aujourd'hui, nous allons réexpliquer ce que sont que les saisons et comment est-ce qu'elles apparaissent. Il y a donc quatre saisons astronomiques dites l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, mais ces quatre saisons peuvent être aussi des quatre saisons météorologiques. Alors attention, les saisons météorologiques correspondent aux saisons astronomiques, mais uniquement dans les zones tempérées. Par exemple, dans les zones équatoriales ou tropicales, il n'y a que deux saisons météorologiques, la saison sèche et la saison des pluies, alors qu'il reste les quatre saisons astronomiques, automne, hiver, printemps, été. Alors comment se fait-il que dans certains cas, on a quatre saisons météorologiques, deux saisons météorologiques, voire 6 ou 24, ça dépend de la culture en fait du pays là où on est, et la manière dont ils ressentent l'évolution de la nature au cours de l'année. En revanche, les quatre saisons astronomiques, elles, sont définies de manière précise. Il y a, pour définir les quatre saisons astronomiques, euh, quatre positions de la Terre par rapport au Soleil, très précisément. Il y a l'équinoxe d'automne, que vous voyez ici en haut, puis le solstice d'hiver, suivi de l'équinoxe de printemps et du solstice d'été, qui partagent en quatre parties égales l'année, c'est-à-dire la révolution de la Terre autour du Soleil. Eh bien, pour les équinoxes d'automne et de printemps, équinoxe équi veut dire égal, nox, jour et nuit, ce qui veut donc dire que dans ces positions particulières de la Terre, la durée du jour est égale à la durée de la nuit, en gros 12 heures d'un côté, 12 heures de l'autre côté. En revanche, que se passe-t-il pour le solstice d'hiver et le solstice d'été? Si vous regardez là où se promène le curseur à l'écran, là où est ma souris, si on est sur l'Europe, ici, on s'aperçoit que l'Europe va être plus souvent dans la nuit, en hiver, que dans le jour. Et donc, on aura le solstice d'hiver qui correspondra au jour le plus court de l'année, c'est-à-dire la plus courte période ensoleillée de l'année. De l'autre côté, à l'inverse, le solstice d'été, lui, cette fois-ci, l'Europe est fortement inclinée, du moins l'axe de rotation de la Terre est incliné vers le Soleil, et donc l'Europe présente une grande partie éclairée par rapport à une petite partie dans la nuit. Ce qui veut donc dire que lorsque l'on sera au solstice d'été, le jour sera le plus long de l'année et la nuit la plus courte. Si je veux retenir quelque chose, je vais noter ici que l'équinoxe veut dire que la durée du jour égale la durée de la nuit. Et pour le solstice, on aura soit le jour le plus court, et ça sera pour le solstice d'hiver, soit le jour le plus long, et ça ce sera pour le solstice d'été, en tout cas pour l'hémisphère nord. On reverra tout à l'heure ce qu'est l'hémisphère. Maintenant, comment expliquer l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre en termes de responsabilité pour l'alternance des saisons? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a des saisons? Et comment on explique ces saisons? On a vu qu'il y en a quatre astronomiques, mais pourquoi existent-elles? Eh bien parce que l'axe de rotation ici de la Terre sur elle-même est légèrement incliné par rapport au plan de l'écliptique lorsque la Terre tourne autour du Soleil. Ce plan, c'est-à-dire une surface plane, qui est autour du Soleil, eh bien l'axe de rotation de la Terre, lui, n'est pas à 90 degrés par rapport à ce plan, mais légèrement incliné vers le Soleil de 23 degrés. Le Soleil, lui, émet de la lumière dans toutes les directions, vers le haut, le bas, derrière, devant, etc. Mais le Soleil, on peut considérer que le Soleil est suffisamment loin de la Terre, 150 millions de kilomètres quand même, hein, pour que les rayons qui arrivent sur la Terre, les rayons du Soleil, soient quasiment tous parallèles. Alors voilà qui est très intéressant parce que lorsque les rayons sont parallèles, ça veut dire que pour une même flèche, on va recevoir la même quantité d'énergie sur la Terre. Mais, comme vous le voyez, à certains endroits, on recevra une lumière plus rasante, alors que ici, on recevra une lumière directe, perpendiculaire au sol. Je vous propose, avant d'étudier la Terre, d'étudier ces 6 cas de figure lorsque l'on a ici le Soleil qui va par exemple arriver, le Soleil qui va arriver sur cette plaque, ou bien encore le Soleil qui va arriver sur cette plaque. Alors le Soleil, le rayonnement issu du Soleil, les rayons de lumière issus du Soleil, sur cette plaque, etc., etc., etc. Alors sur cette plaque, ici le Soleil ne l'effleure pas, il passe au-dessus, elle n'est pas éclairée.
En revanche, ici, lorsque le Soleil arrive, cette plaque très légèrement relevée a effectivement une trace lumineuse, c'est-à-dire qu'on va avoir ce rayon de soleil qui va laisser ici sur la surface un petit éclairage. Ensuite, sur cette plaque-là qui est plus relevée, on va avoir une tache légèrement plus importante. Voilà. Donc une surface éclairée plus importante, mais elle est toujours relativement mince et elle est surtout sur cette surface très importante. Continuons donc avec cette fois-ci le soleil qui vient éclairer cette plaque-là. Et là, la tâche commence à devenir plus petite, c'est-à-dire que l'ensemble de l'énergie lumineuse va être répartie sur une surface plus petite. Puis, plus on lève par rapport à ce rayon la plaque, plus la surface tend à diminuer pour à la fin devenir plus petite et finalement concentrer davantage l'énergie. Ainsi, plus la lumière reçue est perpendiculaire à la surface, plus la surface éclairée est petite et donc l'énergie lumineuse qui arrive sur cette surface petite est importante. A l'inverse, comme vous l'avez vu ici, lorsque la surface, carrément le rayon, est parallèle à la surface, il n'éclaire absolument pas la surface, donc l'énergie ici reçue est nulle. Et ainsi, si je me résume, énergie nulle, faible énergie, très très faible énergie, de moins en moins faible en termes d'énergie reçue, et ici, l'énergie reçue est optimale. Et si on appliquait ce cas de figure à la Terre? Alors ici, vous voyez 3 rayons lumineux qui arrivent. Premier rayon lumineux, deuxième, troisième rayon lumineux. Et vous voyez ici des surfaces sur la Terre qui ne sont pas les mêmes en fonction des rayons lumineux. Le rayon le plus haut éclaire une surface la plus grande, le rayon médian éclaire une surface moyenne, et le rayon ici quasiment perpendiculaire à la surface ici éclaire la plus petite surface possible. Ainsi, l'énergie ici lumineuse transmise à la Terre est ici optimale et de plus en plus faible après. Pourquoi? Parce que le rayon 1, le rayon 2 et le rayon 3 amènent la même quantité d'énergie, mais sur une surface plus grande et ici sur une surface plus petite. Ainsi, l'énergie qui est la même pour les rayons incidents arrive ici sur une petite surface et donc du coup chauffe davantage que sur une très grande surface. Si vous avez besoin de prendre un autre exemple que de la lumière, imaginez un radiateur électrique que vous allez brancher dans une toute petite pièce, comme par exemple une salle de bain, et donc la température va vite augmenter, vous aurez chaud dans la salle de bain. Maintenant, imaginez le même radiateur dans l'enceinte du gymnase du collège, et cette fois-ci, le radiateur va chauffer tout ce qu'il pourra chauffer, mais en fait, vous apercevrez qu'il ne chauffera pas suffisamment pour pouvoir faire monter la température de l'air dans le gymnase. Et donc, du coup, vous aurez froid. C'est un petit peu le même principe, sauf qu'ici, ce n'est pas des volumes à chauffer, ce sont des surfaces. Plus la surface est petite, plus l'énergie reçue est importante. Continuons. C'est exactement le même schéma, sauf que cette fois-ci, on voit bien ici dessiner une petite surface, et là, une grande surface, pour les mêmes quantités de rayons lumineux reçus. Ainsi, ici, proche de l'équateur, vous recevez le maximum d'énergie lumineuse. Ici, cette énergie est dispersée sur une plus grande surface, et donc vous chauffez moins. Il fait donc plus chaud à l'équateur qu'au pôle. Alors, si on veut se résumer, en essayant d'utiliser des phrases, donc vous pourrez stopper la vidéo et regarder davantage. Ici, vous voyez que le globe est incliné. On reçoit avec des flèches de même taille les mêmes quantités d'énergie lumineuse, mais ici, la surface est éclairée et faible, donc l'énergie transmise est transmise sur une petite surface, ce qui fait que ça la chauffe davantage que lorsqu'elle est transmise sur une grande surface. Ainsi, par exemple, ici, ils seront plutôt en été, et de cette partie du globe, en hiver. Continuons. Revenons maintenant à l'inversion des saisons suivant les hémisphères. Et bien justement, c'est quoi un hémisphère? Ici, vous avez le globe terrestre représenté de deux manières différentes. Le globe terrestre est coupé au niveau de l'équateur en deux parties égales, deux demi-sphères égales. Première demi-sphère, le nord, deuxième demi-sphère, le sud. Ici, en transparent, l'hémisphère nord, et ici, en non transparent, l'hémisphère sud. Deux parties égales qui permettent de différencier la partie haute de la partie basse. En fait, dans l'espace, il n'y a ni partie haute ni partie basse. On va dire du nord par rapport au sud. Alors ici, on se rapproche de la fin et de la synthèse un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? Très intéressant. Vous avez deux positions de la Terre, une en décembre et l'autre en juin, c'est-à-dire donc diamétralement opposées dans l'année, par rapport au Soleil qui est au milieu.
la maquette n'est absolument pas la bonne taille, mais ce qui est intéressant, c'est que tous les rayons ici sont parallèles. On s'aperçoit qu'en hiver, dans l'hémisphère nord, eh bien, la quantité d'énergie lumineuse reçue est quasiment 3 fois plus faible que celle reçue par l'hémisphère sud en été. Vous voyez, si on compte le nombre de rayons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayons, et là, à peine 2. Donc on s'aperçoit qu'ici, en hiver, on reçoit une intensité lumineuse qui est répartie sur une très grande surface, alors qu'en été, ici, on a plus d'intensité lumineuse répartie sur la même surface. En hiver, on chauffe peu, en été, on chauffe beaucoup. Et vous vous apercevez que les rôles sont inversés en juin. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que lorsque vous êtes en hiver dans l'hémisphère nord, vous êtes en été dans l'hémisphère sud. Et pareil de l'autre côté, c'est-à-dire lorsque vous passez de décembre à juin. Ici, vous êtes en été, alors qu'avant, en décembre, vous étiez en hiver, et inversement. Que faut-il retenir? L'hémisphère nord et l'hémisphère sud ont une opposition complète des saisons. Lorsque le nord est en hiver, le sud est en été. Merci d'avoir suivi le podcast de la visioconférence. Bon courage et à bientôt.